Nous allons commencer ce deuxième atelier qui est consacré à la confrontation entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et évidemment, sujet compliqué. L'actualité récente nous a rappelé encore avec l'attentat qui a été perpétré en Iran que les tensions non seulement persistent, mais risquent aussi de s'exacerber entre ces deux États et d'une façon plus générale dans la région du Golfe, qui reste une des principales zones d'affrontement sur la scène internationale. Ces affrontements potentiels sont évidemment déterminants, non seulement pour l'avenir de la région, mais pour l'équilibre mondial. Il suffit de penser, quand on s'intéresse à cette région du Golfe, au poids des hydrocarbures, entre autres paramètres qui nous permettent de comprendre l'importance de cette région. Pour autant, les grilles d'analyse qui sont fréquemment proposées, de mon point de vue en tout cas, insistent par trop exclusivement sur les dimensions religieuses des tensions existantes. Et je pense que ce sera un des aspects dont nous allons discuter ensemble. Parce que, évidemment, si nous devons intégrer le paramètre religieux dans nos réflexions, et il serait inconséquent de les nier, pour autant, il serait intéressant d'essayer de déterminer dans ce débat qui nous réunit cet après-midi, de savoir si ces facteurs sont déterminants ou pas, s'ils se déclinent de façon différenciée selon les pays dans lesquels on se trouve au sein de la région. Et puis, par ailleurs, il faut aussi s'interroger, quand on parle de questions religieuses, dans le Golfe et d'une façon plus générale dans le monde, n'y a-t-il pas toujours une part d'instrumentalisation politique ? En d'autres termes, et c'est ce que je crois, c'est que nous avons en réalité un affrontement potentiel, en tout cas de fortes tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran et quelques autres pays, mais qui relève d'une façon beaucoup plus classique d'un affrontement de puissances qui cherchent à s'affirmer et à renforcer leur zone d'influence. Donc il faut, à partir de ces données très générales, mais que nous allons un peu décliner ensemble, s'interroger aussi, je crois, sur les perceptions mutuelles qui existent au sein de chacun de ces pays à l'égard des voisins. Alors bien évidemment, entre les deux principaux protagonistes qui sont le pivot de cet atelier, mais peut-être plus généralement aussi dans la région et dans les États avoisinants. Il sera aussi intéressant, je crois, de voir comment s'expriment ces tensions, ces crispations entre l'Iran et l'Arabie saoudite dans un certain nombre de pays de la région, tels le Yémen, bien sûr, l'Irak, le Liban éventuellement. Et puis, s'interroger, alors je sais que le débat a commencé dans l'atelier précédent, mais s'interroger sur le rôle des puissances internationales et en l'occurrence principalement des États-Unis. Ces puissances s'avèrent-elles des facteurs d'exacerbation des tensions ou au contraire des facteurs, des paramètres de médiation ? Donc pour aborder ces quelques questions qui sont bien loin d'être exhaustives, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement nos 4 intervenants qui nous ont fait l'amitié de répondre positivement à notre invitation pour partager avec nous leurs réflexions et leurs points de vue sur une région que les uns et les autres connaissent parfaitement pour la sillonner dans toutes les directions. Pour commencer, je voudrais poser une question à Jean-Pierre Filiu. Alors Jean-Pierre, bien, vous le connaissez puisque c'est le récent lauréat du prix géopolitique pour le livre qu'il a sorti. On peut l'applaudir, bien sûr. Pour le livre qu'il a sorti au tout début de l'année, qui s'appelle « Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe ». Par ailleurs, Jean-Pierre est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po. Et justement, j'aimerais lui poser une question sur l'arrière-fond historique de ces tensions qui existent dans la région, car je crois que sans avoir à l'esprit et en essayant de mieux comprendre l'arrière-fond et la mise en perspective historique nécessaire, il est difficile de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci aux géopolitiques. Afin d'ouvrir le débat, je vais essayer de tordre le cou gentiment mais fermement à 3 clichés qui ont trop souvent cours. L'idée que ce serait une confrontation entre chiites et sunnites, l'idée que ce serait un duel entre arabes et perses, et l'idée que l'Iran et l'Arabie saoudite seraient en désaccord sur tout alors qu'ils s'entendent très bien sur le dos des peuples arabes. Alors d'abord, comme historien,
pour trouver une Perse, Perse c'est le nom historique, Iran c'est un nom récent, inspiré d'Arien qui a été donné uniquement au siècle dernier à ce pays. Pour trouver une Perse aussi puissante, il faut remonter au 6e et au 7e siècle, c'est-à-dire à l'empire sassanide de Perse, qui donc existait bien avant l'islam. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Pour avoir une continuité territoriale, ou en tout cas de contrôle politique comme on a aujourd'hui de la Perse jusqu'à la Méditerranée, pour avoir une intervention de la Perse jusqu'au sud de la péninsule arabique dans l'actuel Yémen, il faut remonter à cette période. Et à l'époque en face, c'était les Byzantins, ce n'était pas les Arabes. Et c'était donc, comme il n'y avait pas d'islam, par définition, il n'y avait ni chiites ni sunnites. Donc on est là face à un temps très long et qui inspire beaucoup à la fois le régime et l'État en Iran. Et il faut bien faire cette distinction. On a un régime qui est la République islamique, qui date d'avant-hier, c'est-à-dire 1979, qui est un régime de type théocratique, et qui a donc un guide qui n'a pas de légitimité religieuse digne de ce nom, l'ayatollah Khamenei, vu qu'il a, du point de vue chiite, moins de disciples dans son pays que des ayatollahs qui vivent en Irak. Donc là encore, la dimension religieuse est tout à fait spécieuse. Et en revanche, on a un bras armé, les gardiens de la Révolution, qui est une espèce qui a développé des réseaux mafieux, en Iran et dans tous les pays où ils interviennent, réseaux mafieux qui financent une économie de guerre qui elle-même permet une expansion. Voilà. Donc bien distinguer ce régime qui a besoin à cette expansion parce qu'elle le nourrit, et l'État et la population de cet État qui, elle, au début de cette année, s'est soulevée de manière très claire en dénonçant l'hubris expansionniste du régime. Donc, dire régime iranien et ne pas dire Iran, ne pas confondre le peuple et ses dirigeants, enfin un certain nombre de distinctions qui sont quand même importantes. La deuxième chose, c'est que l'Arabie saoudite, elle est un peu plus ancienne, mais pas tant que ça, elle date de 1932. Et l'Arabie saoudite, ce serait comme un cocon où une famille a créé un État à partir d'un territoire sur lequel elle s'est étendue. Puis quand elle a arrêté de s'étendre, elle a créé son pays. Et je signale, parce que c'est tellement gros qu'on ne le remarque pas, que l'Arabie saoudite est le seul pays du monde où les ressortissants sont nommés par le nom de la dynastie régnante. On ne dit pas les Hachémites en Jordanie, on dit les Jordaniens. Accessoirement, on ne dit pas les Bourboniens en Espagne, on dit les Espagnols. En Arabie, on dit les Saoudiens. Donc il y a un vrai problème de nationalisme saoudien anti-saoud. Et puis le dernier point, c'est qu'on a dans les deux cas des théocraties, qui par définition nient la volonté du peuple souverain, donc République islamique d'inspiration chiite, Royaume d'Arabie saoudite, et que ces deux théocraties ont été tout à fait d'accord lors des soulèvements populaires de 2011 dans le monde arabe pour s'entendre tacitement, voire activement, contre les aspirations populaires des peuples arabes. C'était le cas à Bahreïn dès le printemps 2011, avec intervention directe des Saoudiens, mais les Iraniens qui ont tout fait pour saper un mouvement de contestation populaire qui n'était pas confessionnel, donc il leur échappait. C'était le cas sur d'autres théâtres, et entre autres en Syrie, où ces deux puissances, l'une par le biais du Hezbollah libanais, l'autre par le biais de différents groupes salafistes, voire djihadistes, ont tout fait pour écraser le mouvement populaire syrien anti-Assad. Donc voilà 3 clichés auxquels j'espère au moins avoir fait un peu trembler, à défaut de leur avoir réglé leur compte. Bien, merci Jean-Pierre. Bon, cette utile mise en perspective nous permet de mieux cadrer les débats. Alors, Fathia est chercheuse en sciences politiques à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Elle travaille depuis de très nombreuses années sur nombreux si tu veux, mais par la qualité, sur la péninsule arabique, et tout particulièrement sur l'Arabie saoudite, pays dans lequel elle se rend régulièrement et fréquemment, ce qui n'est pas si fréquent parmi les chercheurs français. Elle a sorti un bouquin l'année dernière, L'Arabie en 100 questions, chez Taillandier en 2017, c'était l'année dernière, début 2017. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu comment en Arabie saoudite est perçu le grand voisin
alors je ne vais pas dire perse, mais iranien, est-ce qu'il est perçu comme un danger réellement? Est-ce que la dimension religieuse est instrumentalisée par le pouvoir saoudien? Et si oui, dans quelle mesure? Comment? Et est-ce qu'au sein de la population saoudienne, il y a une véritable adhésion à ces grilles d'analyse de type religieux? Merci beaucoup aux géopolitiques et merci à vous d'être si nombreux. Je commencerai juste par un petit peu infléchir ce que vient de dire Jean-Pierre, qui mettait face à face ces deux modèles théocratiques. L'Iran est par essence théocratique. L'Arabie saoudite, c'est vrai, est essentiellement régie par la loi islamique, mais le politique a toujours dominé le religieux. Même lorsque le roi Ibn Saoud a fondé son royaume, effectivement, grâce à la doxa wahhabite, donc au message religieux. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque, l'équilibre était à peu près, disons que c'était très équilibré. Au fil des années, et notamment avec la rente pétrolière, comme toutes les dynasties de cette région, les Al-Saoud ont bien entendu monopolisé les ressources économiques et de redistribution, et donc ont renforcé leur pouvoir politique au détriment des religieux. Et aujourd'hui, très clairement, on assiste à ce que j'appelle déjà le post-wahhabisme en Arabie saoudite, qui avait déjà été entamé sous le roi Abdallah, avec une rhétorique beaucoup plus profane. Dernièrement, j'étais, par courtoisie, à la fête nationale saoudienne. C'est célébré aujourd'hui d'une manière absolument spectaculaire, avec des DJ dans des stades, etc., ce qui est complètement anti-islamique. Donc, anti-wahhabite, oui, anti-islamique au sens wahhabite du terme. Mais c'est une vraie rupture, là, pour le coup. Donc, parler de théocratie saoudienne, je ne suis pas tout à fait d'accord. Même si, bien sûr, le religieux est éminemment important, l'establishment wahhabite est encore extrêmement important et est utilisé aujourd'hui, notamment par le jeune dauphin Mohammed bin Salman, comme, si vous voulez, outil légitimatoire pour contrer justement l'ennemi aujourd'hui interne de l'Arabie saoudite, ce sont les Sahwa, les frères musulmans. Et là, vous avez là aussi donc un discours qui est devenu très profane. On ne parle plus d'hérétiques, de kuffar, etc. Quand on veut discréditer un opposant ou un contestataire, on parle de traître à la nation. Donc il y a vraiment une rhétorique ultranationaliste qui se banalise et qui fait que l'Arabie saoudite est en train de, entre guillemets, se ringardiser comme un État ultra-autoritaire avec un prince Mohammed bin Salman qui me donne l'impression d'être un nouveau sultan, puisque aujourd'hui il concentre tous les pouvoirs entre ses mains, avec bien entendu la bénédiction et sous le contrôle de son père, qui joue un rôle encore très important. Il ne faut pas imaginer qu'il a laissé totalement son fils libre de tout. Il est encore sous le chapeau de son père. Donc voilà un peu comment cela s'organise. Et pour en revenir quand même au thème central qui nous réunit ici, les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran, donc moi j'aurais plutôt la partie très contemporaine, elles se sont, si vous voulez, déroulées sur 3 phases. Évidemment, le grand trauma pour les Al-Saoud, ça a été la révolution islamique en 1979, qui confrontait 2 projets islamiques totalement opposés, l'un révolutionnaire qui se voulait universel, donc le projet, pardon, je parle dans le micro, l'un donc révolutionnaire islamique qui était porté donc par l'ayatollah Khomeini, l'autre conservateur ultra-orthodoxe par le royaume d'Arabie saoudite, avec évidemment cette école de jurisprudence ultra-orthodoxe qui est le hanbalisme, d'où le wahhabisme, à partir duquel le wahhabisme s'est inspiré. Donc voilà la première phase. Deuxième phase, 2003, la chute de Saddam Hussein, ça a rajouté encore à la tension, mais dans un autre registre. C'était beaucoup plus, si vous voulez, confessionnel, sectaire, etc. Les chiites en Irak ont pris leur revanche sur le pouvoir sunnite, et là, ça a
tétanisé l'Arabie saoudite de voir, d'ailleurs à l'époque, pas simplement l'Arabie saoudite, mais le roi Abdallah II de Jordanie avait parlé croissant chiite. C'est là où on a commencé un petit peu à fantasmer sur justement les oppositions chiites-sunnites. Mais en fait, elles sont, comme l'ont très bien dit mes deux prédécesseurs, éminemment politiques et des rivalités régionales, en fait, bien plus que religieuses, infiniment plus que religieuses. Elles sont fondamentalement politiques. C'est la bataille pour un leadership régional, sauf qu'on a un Iran, effectivement, qui est un État solide, une nation avec un nationalisme assez ancré et sur des bases solides, un royaume d'Arabie saoudite, certes plus ancien, mais qui est un État personnifié par la famille Al Saoud et qui n'est pas une nation. Et tout le projet justement sultanique du jeune MBS est de construire et de se projeter en nation. D'où cette rhétorique ultranationaliste patriotique qui notamment s'inspire de toute cette rhétorique sur la menace que constitue l'Iran, qui est présentée comme existentielle. Aujourd'hui, en Arabie saoudite, dans les réseaux sociaux, les journaux, etc., tous les jours, vous avez des articles sur on est encerclé par les Safavides, l'Iran. L'Iran est partout, en Irak, en Syrie, au Liban et également au Yémen, avec les rebelles Houthis qui, selon le pouvoir al-Saoud, sont une sorte de 5e colonne à la solde de l'Iran. Alors évidemment, ça, c'est présenté d'une manière, mais vraiment d'une manière, mais tous les jours, c'est une propagande extrêmement forte. Et tous ceux qui, aujourd'hui... alors c'est vrai que la menace iranienne fait, en dehors des communautés chiites saoudiennes, parce qu'il y en a dans la province orientale et les Ismaéliens du Sud, fédère vraiment. C'est vrai que ça fait consensus. C'est comme ça qu'on leur a vendu la guerre au Yémen. L'Iran est à nos frontières. Hein. Et aujourd'hui, en plus de ça, les missiles tirés par les Houthis, on est à fond dans cette rhétorique extrêmement poussée de on doit défendre notre territoire est menacé. Donc c'est vraiment la rhétorique nationaliste qui l'emporte largement sur tout ce qui peut avoir de référence aux religieux. Hein. Il ne s'agit pas du wahhabisme versus l'islam chiite. C'est absolument pas de ça dont il est question. Alors bien sûr que cette menace existentielle est archi-instrumentalisée, mais pour aller souvent en Arabie saoudite, alors pour ne pas sillonner tout le royaume, c'est pas vrai. Je suis surtout dans le centre, Riyad, etc. Je vais à Jeddah, je me rends. C'est vrai que les Saoudiens sont habités par cette menace. Et donc, pour le moment, c'est vrai que c'est un discours qui porte. D'accord. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Thierry Coville, puisque Thierry est un spécialiste de l'Iran. Il a vécu en Iran de nombreuses années. Il y était encore la semaine dernière. Thierry est économiste, il enseigne à l'école Noventia, il est par ailleurs chercheur à l'IRIS, et je lui poserai presque la question symétrique, c'est-à-dire quelle est la perception en Iran de l'Arabie saoudite. Fatiha a insisté sur la dimension de menace qui était ressentie par une partie des Saoudiens, même s'il y a l'instrumentalisation nationaliste. Alors comment est perçue l'Arabie saoudite par les Iraniens? Y a-t-il une volonté expansionniste? On le lit souvent, j'en doute un peu, et je pense que Thierry voudrait aussi réagir sur la qualification du régime iranien comme régime théocratique. Oui, merci Didier. Donc, je remercie beaucoup l'assistance d'être si nombreuse et aux organisateurs de m'avoir invité. C'est toujours passionnant ce type d'événement. Bon, je me disais avant de venir, c'est pas parce que je travaille sur l'Iran et que d'autres personnes travaillent sur l'Arabie saoudite, on va pas reproduire... Non, mais c'était une réflexion, parce que ça arrive souvent, ce qui est bien, c'est très intéressant de voir souvent les chercheurs, souvent ils sont arabophones, et puis les autres sont persanophones, et puis donc ils connaissent même pas l'autre camp. Donc j'avoue toute ma modestie dans le fait que je connais bien l'Iran. Enfin, je connais plein de choses que je ne connais pas sur l'Iran, mais enfin, je travaille sur l'Iran. Mais je connais très mal les autres pays, à part ce que j'essaye d'en lire. Alors, pour répondre à la question de Didier, oui, je voulais d'abord effectivement revenir. Bon, la qualification d'Iran d'État théocratique, là, j'ai un peu de mal. Oui, enfin même, j'ai un peu de mal.
alors autant il y a un combat en Iran entre les aspects démocratiques qu'on peut critiquer, alors là je suis le premier à le dire, et bon, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que vous avez des institutions, pour faire simple en Iran, principe de Velayat-e-Faril, qui fait qu'effectivement il y a une supériorité du religieux sur le politique, qui est représenté en Iran par la position du guide. Donc là je rejoins effectivement, c'est dans la constitution iranienne, ce qui fait la République islamique. Donc là, effectivement, la supériorité du religieux sur le politique est dans la constitution. Encore que, si vous regardez, je crois qu'on avait demandé à Khomeini les qualités qu'il attendait du Velayat-e-Faril, donc celui qui pouvait aller ce poste, il avait dit qu'il faut qu'il soit beaucoup plus au courant des affaires du monde que de la religion. Donc on était déjà dans cette contradiction. Et je dirais que, pour répondre, effectivement, Khomeini est quelqu'un qui est très contesté sur le plan religieux, mais je pense que c'est un très fin politique. Pour la petite histoire, ceux qui sont là à nous parler de renversement de régime et de ça, moi je pense qu'ils ne tiendraient pas une demi-heure en Iran, compte tenu de la complexité de la situation. Également, vous avez des institutions, on va dire, religieuses, mais vous avez des institutions, entre guillemets, démocratiques. Vous avez quand même des élections en Iran qui sont toujours tenues, président, parlement. Alors, 1 milliard d'imperfections, un taux de participation de 70% aux dernières élections présidentielles, des vrais enjeux, des vrais débats, et qu'il y ait une interférence, je ne vais pas passer le temps, une interférence entre les institutions religieuses et démocratiques, ça, je veux dire, les Iraniens savent ça mieux que moi, et c'est vrai, mais on ne peut pas non plus nier cet aspect-là. Et je dirais, que là où j'opposerais effectivement l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est que le changement en Iran, il vient d'en bas. Il me semble que le changement, d'après ce que vous décrivez, il vient d'en haut. Et c'est très fort en Iran. Le régime, c'est vrai, là où je reconnais, le régime est un peu, les plus durs sont dans une bataille d'arrière-garde face à ces femmes qui mettent de moins en moins le voile, ces jeunes qui veulent s'amuser, ces journalistes qui veulent parler de tout, etc. Donc il y a un rapport de force qui vient d'en bas. Et c'est ça qu'il faut bien voir, la modernisation de la société iranienne vient d'en bas. Je pense que c'est là où peut-être une opposition avec l'Arabie saoudite, où cette modernisation, on a le sentiment, on force les femmes, on leur dit qu'elles vont conduire, mais est-ce que ça veut dire une modernisation? Voilà. En ce qui concerne le sujet de la table ronde, je dirais qu'il y a la guerre en Syrie, évidemment. Alors, je sais que parmi nous, il y a un spécialiste de la guerre en Syrie, mais disons, l'argument, que l'Iran est dans une politique expansionniste, c'est pas le narratif qu'on entend en Iran. Alors, je dis pas que c'est pas perçu comme ça, mais mais bon, je rappelle quand même, c'est un fait, l'Iran était opposé à la guerre en Irak. C'est une vérité historique. Non, mais je veux dire, c'est pas les Iraniens qui ont renversé Saddam Hussein. Et ils étaient contre, alors que je rappelle quand même que s'il y avait des gens qui avaient un compte à régler avec Saddam Hussein, c'est peut-être plutôt les Iraniens. Ils étaient contre la guerre. Par contre, c'est là où l'erreur stratégique américaine, ils avaient tous les partis politiques irakiens qui s'étaient réfugiés en Iran, ils les ont soutenus, donc ils ont développé une influence en Irak. Ce qu'il faut voir, pour eux, je passerai là, l'Irak, pour eux, c'est une question de sécurité. La première menace pour l'Iran, c'est pas Israël, c'est pas les États-Unis, c'était l'Irak de Saddam Hussein. La guerre Iran-Irak, c'est ça qui est le cœur, la matrice du régime. Donc pour eux, c'est capital d'avoir un régime chiite, et là, effectivement, mais pour des raisons de sécurité. Donc ils raisonnent en termes de sécurité, de stratégie, si vous voulez. La Syrie, alors effectivement, moi j'avais travaillé sur le narratif iranien. La Syrie, ils ont vu, on peut le critiquer, ils ont vu dans ce qui se passait en Syrie une menace vitale pour eux, dans le sens de l'émergence ou qu'approcherait du pouvoir des groupes comme Al-Nosra et l'État islamique, qui ne sont pas fondamentalement anti-chiites, il faut quand même le dire. Pour l'État islamique, on va dire un bon chiite, c'est un chiite mort. Ils en ont quoi? Ils en ont exécuté combien en Irak? Donc ils ont vu pour eux une menace vitale dans le fait que ces groupes approchaient du pouvoir. La Syrie, c'était leur seul allié arabe dans la guerre Iran-Irak. Donc, si vous voulez qu'il y ait des intérêts mafieux, etc., mais je veux dire par là, c'était plus, ils ont été forcés de réagir, si vous voulez. Le Yémen, je pense que dans le Yémen, ils voient une manière de faire peur. Je veux dire, franchement, je pense qu'il y a assez de gens qui travaillent sur le sujet. Si on avait été capable, ce que je vois dans la presse occidentale, je ne sais pas si vous avez remarqué, le jour où vous trouvez un article, les outils, tout seul, mais où il y a marqué, ensuite il y a soutenu par l'Iran, enfin, on dit les outils tout seul, vous me prévenez, c'est toujours les outils soutenus par l'Iran. Quelle est l'information précise qui nous a démontré la hauteur de ce soutien? On ne l'a pas. Donc ils soutiennent, je suis d'accord avec vous, les outils, mais je pense que c'est une idée d'avoir un affrontement, si vous voulez, de générale saoudite. Là aussi, je voudrais
bon, on est là pour discuter, mais autant la perception iranienne, et alors là, effectivement, la perception iranienne, c'est que peut-être ça a monté en puissance. Il y a eu toujours ce sentiment que l'Arabie saoudite voulait empêcher l'Iran d'atteindre cette première place régionale auquel les deux pays aspirent. Mais je pense que c'est le dossier du nucléaire. Je l'ai vu monter, si vous voulez, avec le sentiment en Iran qu'il y avait plusieurs pays qui étaient contre cet accord sur le nucléaire, avec la grande peur que l'équilibre des forces change. C'est-à-dire qu'il y a une alliance. Donc à rajouter à ce que vous avez dit, peut-être l'alliance, une éventuelle alliance Iran-États-Unis. On a vu qu'elle est quand même bien fragile, mais il y avait cette peur-là qui a déclenché effectivement le sentiment en Iran que l'Arabie saoudite menait vraiment, dans la presse iranienne, mène une stratégie pas de guerre, mais d'affaiblissement de l'Iran par tous les moyens. Vous l'avez très bien dit. Bon, et le sentiment est profond en Iran. Alors, cette perception d'une menace de l'Arabie saoudite est forte en Iran. Je pense que l'Arabie saoudite a instrumentalisé, c'est là pour le religieux, je pense qu'il faut être prudent. C'est de l'affrontement de deux puissances, il y a une instrumentalisation du fait religieux. La perception iranienne, c'est que l'Arabie saoudite a instrumentalisé ces groupes extrémistes. Alors, à quelle hauteur? Il y a des meilleurs spécialistes que moi, mais comme l'État islamique ou Al-Nusra, pour affaiblir l'Iran. Donc, je pense qu'il y a une instrumentalisation qui existe, même si elle est pas, à la base, c'est un affrontement politique. Merci. Merci Thierry. Alors, je vais, pour cette première série de questions, laisser la parole à Georges Malbruno, il est grand reporter au service étranger du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, où il a résidé dans plusieurs pays durant de nombreuses années et qui sillonne lui aussi continuellement la région, qui a fait des séjours récents en Iran, en Irak, au Yémen. Et donc, ce qui serait intéressant que tu nous expliques, c'est de voir comment dans ces pays de confrontation directe, c'est le cas du Yémen, potentiel l'Irak, si tant est que la potentialité soit de faible intensité, comment cette confrontation entre Iran et Arabie saoudite se traduit dans d'autres pays. Alors, ça a déjà été évoqué, mais peut-être faut-il y entrer plus avant. Très bien. Donc effectivement, ce qui a été dit et ce qui est essentiel, c'est qu'on est dans une instrumentalisation politique. Il y a une guerre pour la domination régionale. Cette guerre, elle a lieu, comme vous l'avez dit, en Irak, en Syrie et au Yémen en particulier, sachant que le Liban, cette guerre a déjà été remportée, je dirais, par le camp pro-iranien, puisqu'il y a un ancrage iranien au Liban avec le Hezbollah depuis 1980. Je voudrais dire aussi avant, puisque moi j'ai la chance d'aller en Iran depuis plus de 20 ans, en Arabie saoudite, pour autant qu'on puisse avoir un visa, parce que c'est un pays quand même qui est extrêmement fermé, qui a quand même, sont deux sociétés quand même tout à fait différentes. Il y a une société civile en Iran, en Arabie saoudite, une société civile qui émerge mais qui est extrêmement limitée. Il y a une chose qui est importante à signaler, qui a été évoquée, c'est que le régime, ça change un petit peu en Arabie saoudite, mais le régime saoudien est bien plus en avance que la société saoudienne. En Iran, c'est le contraire. La société iranienne est bien plus en avance que le régime, d'où ces crispations. Donc, il y a quand même des divergences fondamentales. Il y a une condescendance iranienne à l'égard des gens du Golfe, qui surnomment des sauterelles dans le désert, et qui, pour eux, sont des pays qui n'ont aucune profondeur stratégique. Et donc, effectivement, on est dans cette condescendance, je dirais, perse à l'égard des Arabes, qu'on retrouvera, d'ailleurs, je l'évoquerai, en Irak après. Il y a une instrumentalisation, donc on le voit par exemple au Yémen, où effectivement ceux qu'on appelle les Houthis, qui ont historiquement peu de liens avec l'Iran, effectivement aujourd'hui reçoivent un soutien mais relativement marginal de l'Iran, mais en revanche ils reçoivent un soutien du Hezbollah libanais pro-iranien qui est beaucoup plus important. On estime à quelques peut-être dizaines de conseillers iraniens, quelques centaines de conseillers du Hezbollah au Yémen. Mais il n'y a pas un lien fort entre les Houthis et l'Iran. Simplement, il faut dire effectivement que l'Iran, comme l'a dit Emmanuel Macron l'an dernier lorsqu'il a rencontré Hassan Rouhani pour la première fois, que vous le vouliez ou non, l'Iran fait peur. C'est vrai, l'Iran fait peur, mais la grande différence entre l'Iran et l'Arabie saoudite, Jean-Pierre l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, en Iran, il y a deux Irans, en gros. Il y a l'Iran politique, sympathique, Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, Hassan Rouhani, le président modéré. Et puis, il y a un Iran, il y a une boîte noire, effectivement, les gardiens de la révolution. Et au sein de ces gardiens, il y a une force qu'on appelle la force Al-Quds,
qui est le bras armé de l'Iran hors de ses frontières. Et alors, l'avantage de cette force Al-Quds, c'est qu'elle obéit, je dirais presque au doigt et à l'œil, à son chef, qui est le guide suprême de la révolution. Et elle a un commandant en chef qui s'appelle Qassem Soleimani, qui est probablement, après Bibi Netanyahou, l'homme le plus puissant au Moyen-Orient. Et donc c'est lui qui va aider les milices chiites irakiennes à lutter contre Daesh. C'est lui qui va aider Bachar al-Assad à sauver sa peau, etc. Et donc l'Iran dispose d'une capacité d'action dans ces pays arabes dont je vous parlais tout à l'heure, qui est bien supérieur et surtout qui est fidèle et qui obéit au doigt et à l'œil à son chef. Alors que l'Arabie saoudite, aujourd'hui, paie le prix de, comment dirais-je, de son endormissement pendant quasiment des décennies à la tête du monde sunnite, qui a perdu par ailleurs l'Égypte, etc. Et donc, l'Arabie saoudite n'a pas cette capacité d'intervention. Ils l'ont cherché à travers l'histoire, mais ça a mal tourné pour eux lorsqu'ils ont joué la carte djihadiste en Afghanistan et ensuite, plus ou moins d'ailleurs, en Syrie, au début de la Révolution, comme tu y as fait allusion. Et donc, il y a une grande différence d'efficacité. L'Iran intervient par relais dans des pays en utilisant des locaux. Donc un investissement en termes d'hommes, d'Iraniens très faible, mais un retour sur investissement très fort. Et c'est le cas du Yémen, où encore une fois, l'Iran a laissé l'Arabie saoudite s'embourber. Depuis 2015, il y a ces bombardements soutenus par la France et d'autres pays occidentaux, contre Féoussi, effectivement, qui ont été longtemps marginalisés et qui ont bénéficié de l'appui de l'ancien dictateur Ali Abdallah Saleh pour s'emparer de Sanaa et se propager. Donc voilà, donc ça, il y a ce facteur-là qui est important. Il y a une obsession saoudienne, effectivement, de voir émerger à son flanc sud un Hezbollah, qui est à la fois je pense que c'est quelque chose, c'est obsessionnel, mais il y a quand même une part de réalité, parce que l'Iran cherche partout où elle le peut, effectivement, à créer cette milice-là qui va lui permettre d'intervenir avec peu d'investissements iraniens, mais des investissements locaux. Et c'est le Hezbollah au Liban, ce sont les milices chiites irakiennes à partir de 2003, et au Yémen, il peut y avoir ce risque-là. Simplement, il faut aussi, dans cette guerre d'influence, voir que nous avons commis beaucoup d'erreurs quand même. Quand je dis nous, c'est les Américains. Ce ne sont pas les Iraniens qui ont pris le pouvoir à Bagdad, c'est George Bush qui a offert aux Iraniens le pouvoir à la majorité chiite irakienne, donc la démocratie, qui a mis en place effectivement ensuite un pouvoir chiite que l'Iran s'est efforcé d'instrumentaliser et d'agir en fonction d'un principe qui était en fait assez simple. On veut un Irak faible, un État faible, parce qu'on se souvient de Saddam Hussein qui nous a attaqués. Ce n'est pas l'Iran qui a attaqué l'Irak, c'est l'Irak de Saddam Hussein qui a attaqué l'Iran. Donc on veut un Irak faible, mais avec des chiites forts. Et ils y sont arrivés. Alors simplement, l'Irak... c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps au vice-ministre irakien des Affaires étrangères, que je vais à Kerbala, Najaf, dans le pays chiite mais arabe, irakien. Et je vois les Iraniens, les pèlerins iraniens qui arrivent, etc. Des vieilles dames, des messieurs, etc., qui en général ne parlent pas un mot d'arabe, qui demandent leur chemin. Et quand vous voyez la réponse des Irakiens, chiites comme eux, à leurs demandes, vous voyez qu'il n'y a pas d'amour entre eux. Et alors que... Donc je posais la question à Abbas Araghchi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères, personne extrêmement brillante qui avait négocié l'accord nucléaire. Je dis, mais ok, vous êtes fort, vous avez utilisé la guerre 2003, mais est-ce que vous ne craignez pas de recréer un petit peu l'empire perse et la réaction arabe à cet empire, etc. Je vais citer l'exemple de Kerbala, il n'y a pas d'amour. Il disait, we don't need love, we need mutual interest. Donc effectivement, on a un pouvoir qui est extrêmement pragmatique et cynique et qui joue effectivement de nos erreurs. En Syrie, alors en deux mots peut-être, effectivement, comme ça a été dit, eh bien, pour les Iraniens, c'est un devoir historique. La Syrie a été le seul pays arabe qui a combattu avec l'Iran contre l'Irak en 1980. Et puis aussi, il y a surtout, c'est que Damas, c'est la voie sacrée pour permettre l'acheminement des armes au Hezbollah libanais. Et donc, eh bien, il y a cette alliance qui dure avec ces milices, avec ces envois de conseillers, etc. Mais voilà, donc on est dans cette guerre d'influence entre
États qui n'ont pas effectivement la même, je dirais, capacité d'action dans les autres pays. Et c'est ce qui fait que, à mon sens, la guerre a été longtemps déséquilibrée en faveur de l'Iran. Aujourd'hui, Mohammed bin Salman est euphorique parce qu'il a, avec Donald Trump, un allié extraordinaire et Benjamin Netanyahou aussi, je m'arrête, ce sont deux alliés extraordinaires. Et donc, il a le sentiment d'avoir regagné une manche, mais la guerre n'est hélas pas terminée. Il y a un pays qui a été abordé à plusieurs reprises, c'est la Syrie. Et j'aimerais interroger Jean-Pierre sur ce pays parce que, au moins dans un premier temps du processus révolutionnaire en Syrie, on nous a beaucoup expliqué que les Saoudiens d'un côté, les Iraniens de l'autre et quelques autres puissances étaient intervenus sur le terrain syrien. Il ne semble plus que ce soit exactement la même situation parce que nous sommes dans une nouvelle séquence de la situation politique et militaire en Syrie. Mais est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu la politique qu'ont eu l'Iran et l'Arabie saoudite sur le terrain syrien au début, 2011, 2012, 2013, et puis peut-être aujourd'hui? Oui, alors d'abord, excusez-moi quand même pour théocratie, Hezbollah, ça veut dire parti de Dieu. Voilà, puis après chacun se fait son opinion sur la théocratie. Donc, quand on soutient un Hezbollah partout, bon voilà, à mon avis, le régime, la cause est entendue. Surtout que c'est, comme l'a bien décrit Georges Malbruno, son bras armé. Et qu'en fait, les Roussis, on est en train de les hezbollahiser. Ce n'est pas effectivement qu'on envoie des milliers de conseillers iraniens, c'est qu'on essaie de reproduire au Yémen un modèle qui a fonctionné au Liban. Et même chose pour les différentes milices en Irak, qui d'ailleurs parfois s'appellent Hezbollah, et qui reproduisent, y compris le logo du Hezbollah dans ce qu'on appelle la mobilisation populaire. Mais pour la Syrie, bon, moi je suis historien, et la chronologie c'est très important. L'Iran n'a pas réagi en Syrie. C'est une contre-vérité. L'Iran n'a pas réagi en Syrie. L'Iran est, dès le début du soulèvement populaire, aux côtés du régime Assad, pousse à une répression impitoyable, parce que si les manifestations obtiennent le moindre succès en Syrie, ça relance la contestation en Iran, qui avait été très forte en 2009. Donc c'est pour des raisons, tout ce qu'il y a de plus intérieur, de sécurité intérieure, au-delà des considérations stratégiques qui ont été évoquées et qui sont avérées, que le régime iranien a supposé que Assad aurait été prêt à céder quoi que ce soit, de toute façon campé sur une ligne jusqu'au boutiste qui est la sienne jusqu'à aujourd'hui. Et donc on a effectivement une Arabie qui, elle, va essayer d'intervenir, mais au fond pas tellement par rapport à l'Iran, ne jamais oublier. L'obsession de l'Arabie au début, c'est le Qatar. On n'a pas mentionné le Qatar, c'est-à-dire la grande bagarre entre deux pays qui sont wahhabites. Donc là encore, ça prouve que la religion a quand même assez peu de choses à voir avec tout cela, quelles que soient les fables qu'on nous serine. Et j'insiste sur le fait qu'on peut être une théocratie sans justement être attaché au fond de la religion. Et Khomeini avait dit justement qu'il fallait que le faqih s'occupe plus des affaires du monde que du religieux, parce qu'il en avait assez des religieux qui restaient dans leur séminaire. Il voulait justement des religieux qui s'occupent du monde, pas forcément pour le rendre plus religieux, mais pour prendre le pouvoir. Ça s'appelle une théocratie. Donc on est dans cette configuration, et donc en Syrie, on va avoir une compétition entre l'Arabie et le Qatar qui va se faire de manière désastreuse, c'est-à-dire « Ah, vous soutenez les frères musulmans, ben, vous allez soutenir les salafistes. Ah, ben, vous soutenez les salafistes, vous allez soutenir les djihadistes. » Et on va avoir en fait une course à l'extrémisme qui va faire que, parce qu'il y a aussi quelque chose, bon, vous avez, je ne sais pas, dans la salle qui a déjà touché de l'argent du Golfe, mais il faut savoir que les Golfiens ne font confiance qu'aux gens qu'ils payent. Donc des révolutionnaires... Ça ne fait pas bon de le dire, Jean-Pierre. Voilà, ils ne font confiance aux gens qui... C'est rattrapé par la justice. Voilà. Qu'ils payent, et donc en Syrie, il y avait tous ces gens-là qui s'étaient soulevés sans avoir d'argent saoudien, sans être allés à Riyad prêter allégeance, sans avoir convoqué tel ou tel cheikh. Ils n'étaient pour le coup pas du tout en odeur de sainteté en Arabie. Donc on a soutenu des groupes que les Saoudiens pensaient contrôler parce qu'ils les payaient de bout en bout, ce qui s'est traduit par une salafisation, djihadisation tout à fait contraire à la dynamique initiale de la révolution syrienne. Du côté d'Assad, ça a été assez clair.
Au bout de quelques mois, les Iraniens se sont rendus compte que le régime était incapable d'assurer les combats de rue en milieu urbain. Donc, ce sont les Iraniens et le Hezbollah qui se sont substitués au régime Assad pour les opérations de combat de rue. Et on l'a vu, donc avec un engagement de plus en plus important du Hezbollah. Et les dernières batailles, en tout cas à Alep, c'était très clair à l'automne 2016. Ceux qui menaient les combats sur le terrain, c'était le Hezbollah, les milices pro-iraniennes en Irak, le tout encadré par les gardiens de la révolution. Effectivement, la grande force de l'Iran par rapport à l'Arabie saoudite, c'est que l'Iran a, avec cette force Al-Quds, qui veut dire force Jérusalem prise par les Sassanides en 610, d'où ils ont ramené la vraie croix au nez, à la barbe des Byzantins. Donc là encore, les références sont importantes, elles sont tout à fait antérieures au sionisme et à Israël. Eh bien, ce sont ces forces-là qui ont mené la bataille à terre. Et à la fin, ceux qui payent le prix du sang à terre, et les Iraniens et leurs alliés ont payé un prix exorbitant à leur contribution à l'effort de guerre du régime Assad et à ses victoires récentes, eh bien, ils en demandent le prix politique. Et le prix politique fait qu'ils campent sur une ligne jusqu'au boutiste en Syrie, mais qu'aussi le régime Assad, aujourd'hui, a redistribué un certain nombre de prébendes dans des réseaux mafieux, entre autres par des expropriations, et qu'on a aujourd'hui soit directement, soit par des hommes de paille, une véritable colonisation du territoire syrien. On grignote. Ça ne veut pas dire que demain, on va avoir des quartiers qui seront sous tutelle iranienne, mais d'ores et déjà, on s'applique à changer la nature démographique de certaines parties de Syrie, parce que, de même que les Saoudiens ne font confiance qu'aux gens qu'ils payent, au bout du compte, les Iraniens ne font confiance qu'aux gens qui leur sont directement affidés. Didier, juste un mot, oui. Juste pour ajouter à ce que vient de dire Jean-Pierre, en Syrie, on est tout à fait là, je dirais, dans la réelle politique cynique, parce qu'il y a quelques mois, quelques semaines, une délégation saoudienne est allée voir Bachar el-Assad pour lui dire « Ok, tu as gagné la guerre, il y a une nouvelle réalité, tu vas rester au pouvoir, mais on va financer la reconstruction de ton pays en ruine à une condition, tu coupes tout lien avec l'Iran. » Et effectivement, Assad a dit « Merci, je ne vais pas couper tout lien », mais ça vous montre aussi qu'en fait, l'Arabie saoudite, comme les Émirats arabes unis, un peu moins le Qatar, en fait, les révolutionnaires syriens, ils n'en avaient que faire, parce que d'ailleurs, eux-mêmes avaient très peur que cette révolution, il y ait une contagion chez eux, et qu'on est toujours dans cette obsession de l'Iran. Tu restes au pouvoir, mais tu coupes avec l'Iran. Bien. Merci. Alors, moi, j'ai une question. Jean-Pierre a évoqué le Qatar. Et pour continuer cette déconstruction d'une soi-disant opposition chiite contre sunnite, j'aimerais que, Fathia, tu nous parles du Conseil de coopération du Golfe. Ce conseil a été créé en 1981 par 6 États du Golfe, 6 États arabes du Golfe, à l'époque pour contrer la révolution islamique d'Iran et puis pour soutenir l'invasion de Saddam Hussein de l'Iran, enfin la tentative d'invasion. Donc, le point commun qui avait présidé à la création du Conseil de coopération du Golfe, c'est principalement l'Iran. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, et c'est le paradoxe, qu'un facteur de dislocation de ce Conseil de coopération du Golfe, c'est l'Iran, mais pour des raisons symétriquement inverses. Je ne sais pas si le facteur de dislocation, enfin ça c'est le prétexte invoqué par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, à savoir la pseudo-collusion du Qatar avec l'Iran. Si ça avait été le vrai prétexte, pourquoi est-ce qu'ils ne s'en sont pas pris aux Omanais, qui ont un accord de défense avec l'Iran et qui ont des relations très fortes avec l'Iran ? Oman est le pays médiateur qui a toujours fait la médiation donc, entre l'Iran et les États-Unis et un pays également qui a toujours fait en sorte que les Saoudiens n'aillent pas trop loin dans la confrontation avec l'Iran. Donc c'était un pays modérateur extrêmement important dans l'équilibre du CCG. Donc si ça avait été le vrai grief, on s'en serait pris beaucoup plus à Oman, voire à Koweït, qui a de bonnes relations également avec l'Iran. Donc ça, c'est un faux prétexte. Le vrai prétexte, c'est clairement l'appui du Qatar aux frères musulmans. Ce que disait tout à l'heure, effectivement, Jean-Pierre, sur les rivalités absurdes
qui aurait pu changer le cours des choses en Syrie. Si les Saoudiens et les Qataris, avec tout l'argent qu'ils mettaient en Syrie, etc., et ce qu'ils soutenaient comme rebelles syriens s'étaient entendus, la tâche n'aurait pas été aussi aisée pour les Iraniens, qui ont été, entre nous soit dit, sauvés quand même par l'intervention des Russes. Donc, c'est clairement ça qui agit comme facteur aujourd'hui de dislocation au sein du Conseil de coopération du Golfe. Il y a une vraie confrontation idéologique entre ces pays, entre ces monarchies qui se ressemblent, qui sont les Al-Thani du Qatar. Sont issus de la tribu des Al-Sheikh. Les Al-Sheikh étant les descendants de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc c'est la même famille que les Al-Saoud, pratiquement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette dislocation, même si on met toujours face à face l'Arabie saoudite et le Qatar, il y a un autre État qui est fondamental dans cette confrontation, c'est Abu Dhabi. L'émirat d'Abu Dhabi, Abu Dhabi qui incarne quasi, si vous voulez, l'État fédéral avec son prince héritier, Mohammed bin Zayed, celui qu'on appelle MBZ, et qui est le mentor et la force motrice et conductrice de toute cette politique régionale extrêmement interventionniste et je dirais même agressive, que ce soit la guerre au Yémen, elle est conduite stratégiquement et tactiquement surtout par MBZ. MBS, Mohammed bin Salman, pardon, le jeune prince héritier qui a 33 ans, est totalement inexpérimenté, et il a été ministre de la Défense grâce à papa, mais il n'a aucune culture militaire, alors que bin Zayed, lui, c'est un général. C'est quelqu'un qui a une stratégie martiale. Mais il faut reconnaître à bin Zayed qu'il est en cohérence, c'est-à-dire qu'il a toujours voulu avancer ses pions pour essayer d'obtenir, si vous voulez, une profondeur stratégique avec les printemps arabes. C'est vrai qu'il intervient un peu partout, en Libye aux côtés d'Al-Sisi, au Yémen, oui, de Sisi pour soutenir Haftar, bien sûr, au Yémen, et donc c'est vraiment la personnalité la plus importante aujourd'hui dans ces rapports de force. Alors c'est vrai que le face-à-face avec l'Iran, il est plus laissé à l'Arabie saoudite. Et là, c'est vrai que... Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Jean-Pierre, quand tu dis que l'histoire en Syrie, l'Arabie saoudite n'avait que faire de déloger les Iraniens. Non, ils ont soutenu les rebelles syriens. D'abord, ils ont commencé à soutenir des officiers libres, donc des gens qui n'étaient pas islamistes. Et après, effectivement, ce qui a complètement dérivé et qui a fait que les Saoudiens ont totalement échoué en Syrie, c'est cette rivalité assez absurde avec le Qatar. Et l'absurdité aujourd'hui, c'est ce blocus contre le Qatar, parce qu'il renforce par défaut l'Iran dans la région. Et c'est ce que notre ami Trump, qui au départ avait évidemment soutenu aveuglément la coalition saoudo-émirati contre le Qatar, a fini par comprendre après toutes les explications de texte de Rex Tillerson et aujourd'hui de Mattis, en disant mais non, tant que les Golfiens ne s'entendent pas, c'est l'Iran qui bénéficie de... Et d'où sa volonté de faire cette espèce de nouvelle OTAN arabe avec, à défaut des pays du CCG dans leur complet, l'Égypte et la Jordanie en renfort, pour essayer justement de donner plus de constance et de solidité à cet axe, entre guillemets, arabe face à l'Iran. Moi, j'analyse... Aujourd'hui, pour moi, le Conseil de coopération du Golfe est totalement mort. Même si Trump essaie de le réactiver par ce fameux sommet au mois de janvier qui aura lieu, puisqu'il veut essayer de les réunir et de les réconcilier, ce sera peut-être une réconciliation de façade, mais quand vous avez des familles régnantes qui ont tout fait pour essayer d'évincer la famille Al-Thani au pouvoir, et notamment l'émir actuel, je ne vois pas comment la confiance peut revenir entre eux. Et là, c'était un pacte, si vous voulez, de solidarité dynastique, le CCG. Quand ce pacte est rompu, la confiance inter et intradynastique est rompue, on ne peut pas imaginer que ce pacte régional arabe, qui était le plus pérenne et le plus solide, malgré ses imperfections, puisse effectivement renaître.
D'accord. Tu viens d'évoquer la volonté de Trump de réactiver, je lui souhaite bon courage, le Conseil de coopération du Golfe. Comment la politique de Trump est-elle analysée en Iran? Alors évidemment, on connaît les turbulences, on connaît les pressions, on connaît la décision de Donald Trump de rompre, de dénoncer l'accord sur le nucléaire. Mais en Iran, alors dans les Irans d'ailleurs, parce que je ne pense pas que l'appareil d'État soit très homogène, tu l'as évoqué déjà tout à l'heure, mais comment les États-Unis, enfin comment le dispositif mis en place par les États-Unis, notamment s'appuyant un certain nombre de monarchies arabes du Golfe, est-elle analysé et perçu en Iran, à Téhéran? Oui, alors effectivement, ça a été renforcé par la sortie de l'accord sur le nucléaire de Donald Trump, qui, entre parenthèses, a été applaudi des deux mains par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Ce qui prouve, moi j'ai assisté à des déclarations, je trouve, ahurissantes de pays qui ne proposent rien, je veux dire, qui sont effectivement dans une logique, tout ce qui favorise, en gros, c'est tout ce que gagne l'Iran, on le perd. Donc l'accord sur le nucléaire renforce l'Iran, donc c'est pas bien. Bon, on voit bien, effectivement, pour répondre à ta question, il y a eu un grand espoir en Iran avec cet accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut rappeler rapidement cet accord. Bon, résumé, c'est-à-dire que l'Iran acceptait que son programme nucléaire devienne civil et soit contrôlé par l'Agence internationale de l'énergie atomique en échange d'une levée des sanctions bilatérales et multilatérales. Donc il y a eu un grand espoir en Iran. Enfin, Rouhani a été élu là-dessus, en disant « je vais négocier un accord sur le nucléaire ». Je vais faire lever les sanctions et la situation économique va s'améliorer. Je pense qu'il y a eu les gens avaient tellement souffert qu'ils ont exagéré en Iran le bénéfice qu'allait apporter l'accord. Donc il y avait déjà une déception quand les sanctions étaient levées en 2016. Vous imaginez maintenant. Maintenant, il y a un vrai... Les Iraniens, j'étais en mai là déjà en Iran au moment où Trump est sorti de l'accord, mais c'est un coup de massue, on va dire, je pense sur 80 millions de personnes qui se disent « oh là 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 là, tout ce qu'on a pris sur la tête en 2010-2012, ça va revenir ». Donc la monnaie iranienne est en train de s'effondrer. Elle a perdu 80% de sa valeur depuis octobre. D'ailleurs, les Américains disent « mais non, c'est pas de notre faute si l'économie iranienne se dégrade ». Depuis octobre, depuis que Trump menace de sortir de l'accord, la monnaie iranienne a perdu 80% de sa valeur. Bon, je pense qu'il y a une forte corrélation. Et par contre, je dirais que la colère de la population, et là c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit, mais ça c'est humain. En gros, le gouvernement Rouhani en prend plein la tête. C'est vous qui nous avez vendu cette histoire que vous alliez avoir un accord et lever les sanctions. Donc, en gros, sa stratégie a échoué. Alors, Rouhani, actuellement, est attaqué par les modérés, on va dire, en Iran, qui lui disent « vous n'avez rempli aucune de vos promesses sur l'ouverture politique et l'ouverture économique », et attaqué par les durs qui lui disent « pourquoi vous avez fait confiance à Trump ?» On entendait chez les Iraniens, mais vous savez, je pense qu'il faut se méfier des Iraniens. Ils entendaient « ouais, Trump, il se bat pour son pays, donc c'est ce que devrait faire notre gouvernement ». Donc, les Iraniens, c'est les champions, enfin je ne connais pas ces autres pays, mais je peux vous dire, il faut toujours décrypter le double langage. Je pense qu'il y a quand même l'idée, pour répondre à ta question, l'idée que Trump va mettre la crise économique en Iran et que les Iraniens vont l'appeler pour dire « ouais, ok, on a peur de cette crise économique, il va y avoir un changement de régime, donc on renégocie l'accord ». Bon, il faut faire attention des prévisions, mais je pense que ça ne va pas arriver. Donc pour répondre à ta question, on sent l'idée en Iran que voilà, on nous en veut. Il y a une alliance Arabie Saoudite, Émirats, Israël, États-Unis pour nous faire plier, pour nous casser, pour changer le régime. Autant les Iraniens sont en désaccord avec leur régime, ou ne l'aiment pas, ou le détestent, autant ils ne veulent pas que leur pays devienne comme la Syrie ou l'Irak. Il y a un nationalisme iranien, et justement, je pense qu'il faut que les Saoudiens fassent attention. Donc je lisais une déclaration à force d'en surrajouter sur la menace iranienne. Il y avait le ministre des Affaires étrangères qui était à une réunion United, anti-Iran aux États-Unis. Il a dit « they want to kill us ». Donc là, si le ministre des Affaires étrangères d'un pays parle comme ça, on se demande quelles sont les portes ouvertes par rapport à une situation où en Iran, il faut faire attention, il y a des modérés et des radicaux. Les radicaux, pour répondre à la question, ils pensent qu'on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux, entre parenthèses, ce qui vient de se passer leur donne raison, et ils disent vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, vis-à-vis des États-Unis, il faut négocier un rapport de force. Avec l'attentat qui vient d'avoir lieu, j'en parlais quand même dans la partie ethniquement arabe de l'Iran, il y a le sentiment en Iran que c'est... alors, moi je ne suis pas policier, mais en Iran, le sentiment c'est que derrière l'Arabie Saoudite, le nationalisme iranien, on le sentait quand même, il y avait une colère par rapport à ça. C'est-à-dire, autant il y a un mécontentement en Iran, passer du mécontentement économique et social au terrorisme,
je veux dire, en Iran, ça passe pas trop, si vous voulez. Et je pense que ça passe pas dans n'importe quel pays d'ailleurs. Merci. Alors, dernière question à Georges avant de vous laisser la parole. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les grandes manœuvres qui ont déjà été évoquées entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël sur la question palestinienne? Parce qu'on a vraiment l'impression que tout ce brave monde essaye de régler la question palestinienne pour s'attaquer au dur, c'est-à-dire l'Iran. Oui, il y a deux sous-questions à ta question. Il y a d'abord le concubinage, je dirais, de moins en moins secret entre des anciens ennemis, l'Arabie saoudite, les Émirats et Israël. En 2010, j'avais fait une enquête qui m'avait failli me coûter ma place parce que j'évoquais les achats par les Émirats arabes unis de matériel militaire israélien secret. Et donc, voilà, c'était pas, surtout là où je l'écrivais, c'était pas de bon ton. Tout ça parce qu'il y a une obsession iranienne, et que face à cette obsession iranienne, comme m'avait dit mon interlocuteur, we want the best of the equipment. If the equipment is Israeli, we'll take it. Vous avez compris, je crois, on veut le meilleur du meilleur. Si c'est israélien, face à l'obsession iranienne, on achète. Donc aujourd'hui, que cette obsession est encore alimentée par Trump, et que Trump a trouvé en MBZ et en MBS des partenaires dans sa croisade anti-iranienne, eh bien là, le rapprochement est important. On en sait très peu de choses parce que ça touche des domaines justement liés à la sécurité. Pourquoi ces pays, quand même arabes, théoriquement, qui devraient être solidaires de leurs frères palestiniens, mais il y a longtemps qu'ils ne le sont plus, eh bien, s'allient secrètement avec Israël? C'est parce qu'Israël, dans le domaine de la sécurité, est le pays où on fabrique les meilleurs drones, où on a du matériel électronique de première qualité. Donc, on va faire appel aux Israéliens en utilisant des Israéliens avec un passeport américain, et on passe par etc. Alors après, sur la question palestinienne, il y a effectivement la présence aux côtés de Donald Trump, de son gendre Jared Kushner, qui est très pro-israélien, et qui a trouvé, encore une fois, en MBS le saoudien et MBZ l'émirien, eh bien, des partenaires pour vendre son fameux plan de paix qu'on nous annonce depuis des mois, mais dont on ne voit pas la trace parce que, d'après ce qu'on en sait, ça n'est pas un plan de paix viable, puisque ça revient à légitimer l'occupation, avoir donné aux Palestiniens une espèce d'État qui ne serait même pas l'État croupion, etc. Ce qui est important de signaler, c'est quand même que ces États-là, MBS, MBZ, un peu les Égyptiens, mais pas trop quand même, ni les Jordaniens, parce qu'ils vont trop loin, ils sont prêts à jouer un jeu extrêmement dangereux. Et on a vu quand même en Arabie Saoudite que le jeune MBS, qui a, comme Fathia le disait fort justement, a plein de qualités quand même. Il a fait avancer un certain nombre de dossiers sociétaux très importants. Sur la question de Jérusalem, il est allé probablement un peu loin, et son père, le roi Salman, lui a dit non, Jérusalem, ça reste une question centrale pour les Arabes, donc on ne peut pas brader Jérusalem. Donc il y a ce rapprochement. Simplement, les États du Golfe, aujourd'hui, disent il faut aller vite. Parce qu'on a un type à la Maison-Blanche qui s'appelle Donald Trump, on est prêt à lui vendre, effectivement, au sens propre, tout ce qu'il veut pour pouvoir avancer nos projets anti-iraniens, notamment. Et donc, alors que je crois, et j'en terminerai là, que, comme l'avait dit Barack Obama, la question entre Iraniens et Saoudiens, elle ne peut passer que par une négociation et un partage de la sécurité dans ce fameux Golfe Persique. Et il n'y a pas d'autre option. L'Iran a probablement quand même son mot à dire dans un certain nombre de pays arabes où il y a des minorités chiites qui sont citoyens de seconde zone. L'Arabie aussi, à l'égard de la communauté sunnite. Mais tant qu'il n'y aura pas ce partage de sécurité dans le Golfe Persique, eh bien, il n'y aura pas de paix. Et simplement, aujourd'hui, les Saoudiens et les Émiriens disent pas question. Nous, le Golfe Persique, d'ailleurs, c'est pas un Golfe Persique, c'est le Golfe arabe. Et donc, il n'y aura pas de paix, en tout cas de baisse de la tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Merci. Bon, on va prendre des questions. On va les prendre par 2 ou 3, par paquet de 2 ou 3. J'imagine que des micros vont circuler normalement. Par rapport à l'influence de l'Iran en Syrie, on a bien compris. On n'entend rien du tout. Bon, par rapport à l'influence de l'Iran en Syrie, on a bien compris, mais apparemment la Russie n'aurait aucun poids. Point d'interrogation. Merci. D'accord. Question sur la Russie, que nous n'avons pas du tout abordée. Oui, une question très, très simple. Enfin, en fait, 2 questions.
La première, on n'a pas évoqué donc la part qu'Israël pouvait prendre dans cette région. Est-ce qu'Israël n'est pas en train de souffler sur les braises comme d'habitude, hein, et dans le plus grand, j'allais dire, dans une grande discrétion? C'est ma première question. La deuxième question, est-ce que M. Trump, finalement, n'a pas tort en revenant sur les accords de Vienne? C'est la question, en fait, de savoir si les Iraniens, finalement, au bout de 10-15 ans, ne vont pas chercher à obtenir la bombe nucléaire. Après tout, les Indiens l'ont, les Pakistanais l'ont, les Israéliens l'ont. Pourquoi eux ne l'auraient-ils pas? Allez, une dernière question, puis après on fera une deuxième vague. Monsieur avec le polo rouge, mais il a déjà le micro. Bon. Il en a même deux pour le prix d'un. Là. Oui. Bonsoir et merci pour vos interventions. J'avais une question sur dans quel état se trouve aujourd'hui le Hezbollah iranien après avoir participé à autant de conflits et après avoir subi a priori autant de pertes. Le Hezbollah libanais. Libanais, pardon, excusez-moi. Oui. Dans quel état sort-il de ces différents conflits? Bien, alors Russie, Israël, la bombe et le Hezbollah. Alors le Hezbollah, Jean-Pierre? Oui, Hezbollah, un peu Russie aussi. Oui. Alors, oui. D'abord, il faut toujours faire attention quand on croit qu'on va détourner son ennemi sur un conflit où il va s'épuiser. Hein. Les Israéliens se sont dit, c'est super, le Hezbollah libanais va aller en Syrie, il va y perdre beaucoup de plumes, beaucoup d'hommes, et c'est une bonne nouvelle pour Israël. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le Hezbollah est devenu donc une force non étatique, mais qui est plus importante, plus combative et mieux formée que la plupart des armées arabes d'État. Donc bravo pour Israël. Donc vraiment une myopie tout à fait troublante. S'agissant de la Russie, on ne l'a pas évoqué, parce que vous voyez, à chaque fois, on augmente les couches du millefeuille, hein, on rajoute les Émirats, on rajoute Trump, on rajoute la Russie. Bon, on voulait se focaliser sur Iran et Arabie. Non, il ne faut pas du tout sous-estimer la Russie, mais qui a combattu au sol, c'est les Iraniens et leurs affidés. Et ça change tout. Hein, parce que on voit ça dans d'autres endroits du Moyen-Orient, on voit ça avec les Émirats au Yémen qui combattent au sol alors que l'Arabie se contente de bombarder. Eh bien, quand on combat au sol, ça donne quelques préséances qui n'enlèvent évidemment rien au rôle tout à fait déterminant de la Russie dans la suite des opérations. Et la récente décision que la Russie a prise en coordination avec la Turquie de finalement suspendre l'offensive qui était annoncée sur la zone d'Idlib a été un véritable camouflet infligé à l'Iran. En revanche, on constate que la Russie, malgré les pressions israéliennes, a laissé les Iraniens continuer à faire beaucoup de choses en Syrie et vient de doter le régime Assad de batteries de type S-300 qui permettront aux Iraniens, au Hezbollah, de continuer à faire beaucoup de choses et de limiter les raids israéliens à leur encontre. Oui, vas-y. Oui, juste sur la Russie, effectivement, je crois qu'on a quand même un peu surestimé les potentiels conflits qui auraient pu germer entre Iraniens et Russes. Il y en a, et c'est évident, mais ce qui les rassemble est supérieur à ce qui les divise. Et ça restera, je crois, comme ça, encore assez longtemps. Simplement, pour les Russes, et comme pour les Iraniens, en Syrie, l'objectif, au-delà de préserver Bachar el-Assad, c'est à court terme faire partir les Américains du Nord-Est, Américains qui soutiennent les Kurdes, et donc ça veut dire jouer la carte turque, et on l'a vu lors de cet accord sur Idlib, effectivement, qui donne un peu de temps à la Turquie. Mais l'objectif, je crois, à terme, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de troupes américaines au nord-est et que, eh bien, ensuite, la Turquie, le régime et les Russes puissent éventuellement parvenir à un accord sur une constitution, sur ce que pourrait être la Syrie de demain. Sur la bombe iranienne, Thierry. Oui, je croyais avoir échappé à toutes ces questions. Maintenant, je crois que c'était fini, mais non, mais vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Donc l'accord, il faut le rappeler, effectivement, il dure 10 à 15 ans selon les items, etc. Et c'est une critique qu'on peut faire à cet accord sur qu'est-ce qui va se passer après. L'Iran ne sera plus engagé, effectivement, à donner ses garanties de limiter les capacités d'enrichissement de l'uranium. Donc il pourrait de nouveau se diriger vers la bombe.
Alors, je répondrai à ça qu'un accord, la difficulté, c'est facile comme Trump de dire c'est le plus mauvais accord, jamais passé aux États-Unis. Demandez ce qu'ils en pensent aux diplomates qui ont négocié l'accord, qui ont passé, enfin je veux dire, ça a été un travail de fou. Négocier avec les Iraniens, c'est pas facile. Ça a été un travail de fou. Donc il y a eu un accord, c'est jamais parfait, il y a des concessions de chaque côté. Donc l'Iran a eu le droit d'enrichissement de l'uranium, ce qui avait même été déjà au début, d'après ce qu'on sait quelque part, accordé par Obama avant le début des négociations, ce qui a permis à l'Iran de négocier en disant au moins on aura le droit d'enrichir l'uranium, d'avoir un programme nucléaire, effectivement, d'attendre que l'Iran accepte ad vitam aeternam de limiter sa capacité d'enrichissement, etc. C'était impossible d'avoir un accord. Donc je suis d'accord avec vous que c'était un accord pas parfait, mais est-ce que c'est la meilleure façon d'avoir un accord parfait que de revenir, comme le fait Trump, sur un accord signé quand même par les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne, validé par une résolution des Nations Unies. C'est là où on voit le côté, comme on l'appelait, agitateur de Trump, il agite des tensions dans tous les sens. Cet accord n'était pas parfait, je pense qu'il tenait. Il a été, vous le savez peut-être tous, qu'il a été validé 11 fois, je crois, il y a eu des rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran remplissait ses obligations. Et il faut voir du côté des durs iraniens, le guide l'a dit, c'est un test. Moi, il l'a dit, j'ai pas confiance dans les Américains. Mais, ok, on y va, on signe cet accord, c'est un test. Vous imaginez ce qu'ils pensent maintenant, hein? Donc, effectivement, c'est là où on voit les limites de la stratégie américaine, de dire on balaye cet accord, qui a demandé beaucoup d'efforts aux Iraniens pour le négocier, et les Iraniens vont m'appeler demain parce qu'il y a une crise économique pour le renégocier. Tout est possible, mais j'attends de voir. D'accord. Alors, une nouvelle vague de questions. Ma première question. Ah bah voilà, vous avez... Donc, en fait, je voudrais poser une question à propos du sultanat de Oman, étant donné qu'on sait très bien que le détroit d'Ormuz, qui donc peut ouvrir ou verrouiller le Golfe, est donc contrôlé d'une part côté iranien et de l'autre part par la péninsule de Musandam qui est omanaise. Donc, en fait, ma question est le rôle de Oman dans la région, puisque à plusieurs reprises, Oman a toujours été, on va dire, coopérant. Enfin bon, il a toujours essayé de négocier dans plusieurs dossiers, mais par contre, bon, le sultan Qaboos est peut-être en fin de règne. Donc voilà, ça c'est ma question sur Oman. Merci. Merci. Bonjour. Donc, merci pour toutes vos interventions. Je suis tout en haut, tout en face, tout en haut. Je lève la main. Voilà. Je suis un peu juste étonnée dans toutes vos interventions premièrement de ne pas avoir entendu l'expression du croissant chiite. Deuxièmement, que la question du pétrole n'ait jamais été abordée, alors que c'est quand même... pour l'Arabie Saoudite comme pour l'Iran, un point... On vous entend très très mal, là. Ok. On a compris croissant chiite. Voilà, et donc plus ensuite, la question du pétrole, je trouve qu'elle n'a pas été abordée, alors que c'est un point quand même essentiel de cette relation bilatérale. Et surtout, ce qui m'a aussi étonnée, c'est que vous n'ayez pas abordé non plus les États-Unis, qui ont été un allié de l'Iran avant 1979, et qui aujourd'hui sont un allié de l'Arabie Saoudite, mais j'ai l'impression que vous étiez en train de dire que c'est depuis Trump ou depuis peu de temps qu'ils sont alliés de l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas le cas. C'est depuis 1945, avec un accord qui permet... un accord Quincy-Jones, machin. Voilà, donc bon, j'aimerais juste vos avis là-dessus. Alors, on a quand même largement abordé les États-Unis et le croissant chiite, mais on va quand même vous répondre. Et avant, je vais prendre une troisième question. Là, il y a le monsieur qui lève la main, qui a une chemise blanche. Il la lève depuis longtemps. Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de la déclaration de M. Netanyahou ce matin, qui a dit « cet accord n'a jamais été observé, nous en avons la preuve, l'agence de contrôle doit aller voir de suite les sites, sinon... » Et alors, effectivement, ça remet un peu en cause la position... européenne. Voilà, merci. D'accord. Alors, Fathia, probablement sur Oman. Oui. Oman, comme je l'ai un petit peu évoqué, effectivement, c'est le pays médiateur par excellence, surtout entre l'Iran et les États-Unis. C'est vrai que
Oman, je comparerais un petit peu à la Grande-Bretagne quand les Anglais étaient au sein de l'UE. C'est un pied dedans, mais un pied dehors quand même. Hein. Ils ne sont pas de culture britannique pour rien, les Omanais. Donc, ils se sont jamais trop... Oui, exactement. Ils se sont jamais trop impliqués, si vous voulez, dans les bisbilles inter-golfiens. Hein. Sauf pour, effectivement, et ça, ils ont joué un rôle extrêmement important, notamment tout de suite après le déclenchement de la guerre Irak-Iran, pour s'opposer frontalement à ce que l'Arabie saoudite et le Koweït aident, si vous voulez, au niveau de leur territoire, Saddam Hussein puisse venir en aide et soutenir Saddam Hussein avec des troupes du Conseil de coopération du Golfe, le bouclier de la péninsule. Oman a mis son veto, et à chaque fois, Oman a été extrêmement important pour prévenir, si vous voulez, une sorte de déflagration. C'est une poudrière depuis 40 ans, cette région, et Oman a joué un rôle extrêmement important. Donc moi, je pense que malgré les excès de Trump, etc., la Chine, avec son... parce qu'on n'a pas du tout parlé de la Chine, et la Chine joue un rôle très important aujourd'hui, c'est le millefeuille, dans sa... comment on appelle ça, Belt and Road, je ne sais plus où là, initiative, et investit énormément dans les ports à Duqm, à Oman, etc., ne laisseront jamais... Ils n'abandonneront, si vous voulez, jamais Oman. Moi, je ne crois pas... contrairement aux prévisions, parce que malheureusement l'axe Riyad-Abu Dhabi a des ambitions dans le sud de la péninsule, et notamment Abu Dhabi. Hein, sa projection vers les ports du sud du Yémen, ils adoreraient s'emparer des ports omanais, parce qu'ils ont un conflit qui les oppose depuis la constitution des Émirats arabes unis avec la frontière omanaise. Donc vous avez raison de dire qu'on est inquiet sur l'après-Oman du sultan Qaboos. Mais il a largement, de toute façon, l'héritier est connu. Hein. On fait exprès parce que dans la tradition ibadite, on ne choisit jamais, si vous voulez, avant la mort du... Donc c'est toujours l'ijma, le consensus. La décision se fait par consensus, mais elle est déjà faite. Hein. C'est l'un des neveux du sultan qui succédera à son oncle, qui est déjà vice-premier ministre du sultanat d'Oman. Mais le ministre Youssef al-Arlaoui des Affaires étrangères omanais, c'est quelqu'un qui tient terriblement la route. Hein. Donc, après le sultan d'Oman, même si c'est, entre guillemets, Dieu le Père à Oman, c'est vrai qu'il a un statut quasi sacralisé. On ne touche pas au sultan d'Oman. C'est celui qui a sorti le Oman en 1970 de son état féodal. Donc, c'est vraiment, entre guillemets, un Dieu vivant. Et c'est une force d'appoint, de médiation absolument fondamentale qui va cruellement manquer dans cette région, en plus de la future disparition prochaine de l'émir du Koweït, qui est quelqu'un également d'extrêmement important. C'est le malheureux qui a essayé de faire cette médiation entre les pays du CCG, entre le Qatar, les Émirats et l'Arabie saoudite. Mais ce vieux monsieur de 88 ans avait affaire à, excusez-moi du terme, mais à des petits genoux de 33 ans qui ont l'âge de ses petits-fils. Si, malheureusement, le roi Salman, qui a laissé son fils gérer cette question, c'est ce problème entre le Qatar et puis ces problèmes au sein du CCG, a laissé faire. Si le roi Salman s'était imposé, parce que c'est un ami très proche de l'émir du Koweït, les choses auraient pu très facilement se résoudre, parce que c'était l'ancienne élite, vous savez, ces vieux cheikhs qui ont une certaine sagesse et qui savent négocier et faire des compromis. Là, on a affaire à une nouvelle élite de leaders dans le Golfe, extrêmement, je veux dire, agressif, avec une nouvelle éthique, entre guillemets, qui est un petit peu la brutalité. On affronte, on insulte, on diffame, etc. Et ça, c'est un vrai choc des cultures entre les papilles qui ont 90-88 ans et les jeunes MBS 33 ans et même MBZ qui a une cinquantaine d'années, qui est encore jeune. Donc on a affaire à une nouvelle génération de leaders qui est en rupture avec la culture politique qu'on avait autrefois. Alors j'étais un peu plus loin qu'Oman.
Oui, sur le croissant chiite, madame, vous exagérez. On en a parlé, et d'ailleurs pour mieux le déconstruire, parce que nous, on n'y croit pas, ce croissant chiite. Seulement, j'ai même cité le roi Abdallah II de Jordanie pour dire qu'il avait nommément nommé cet axe, cet arc chiite, qui est quelque chose de complètement fantasmé. Voilà. Jean-Pierre, sur les déclarations de Netanyahou et plus généralement sur la politique de Netanyahou. Oui, je vais être très court. Netanyahou, en 2002, fait un discours pour expliquer devant des membres du Congrès américain que l'Irak a la bombe nucléaire, qu'un holocauste se prépare et qu'il faut donc intervenir pour détruire les armes de destruction massive en Irak. Je l'avais rappelé sur mon blog du Monde, ainsi Proche-Orient, au lendemain de l'avant-dernière mise en scène, parce qu'il aime beaucoup les mises en scène, où il avait montré toute une série de dossiers pour dire nous avons des révélations sur l'existence d'un programme nucléaire iranien secret. Ces révélations avaient littéralement fait pchit, mais il y a la mise en scène, c'est un communicant. Et la preuve, nous parlons aujourd'hui à Nantes de cette nouvelle intox de Netanyahou, comme quoi, dans le genre, c'est un professionnel. Pour le pétrole, je me permets, là encore, c'est un peu contre-intuitif, de souligner une convergence entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Si en 2011, les peuples arabes, dans leur soulèvement démocratique, n'avaient pas été confrontés à un cours du baril qui avait dépassé tous les records historiques, la face du Moyen-Orient aurait été changée. Car ce cours du pétrole historique a permis à l'Iran de financer le Hezbollah, de soutenir Bachar el-Assad à bout de bras, etc., etc., et l'Arabie saoudite de déverser au profit des salafistes et autres extrémistes des sommes faramineuses qui ont servi à étouffer les aspirations légitimes des femmes et des hommes arabes. Donc une fois encore, Iran et Arabie saoudite bras dessous grâce au pétrole, qui est bel et bien, à mon sens, une des malédictions qui frappent les Arabes. Thierry, pétrole. Oui, juste avant, oui, on a parlé du croissant chiite. Je voulais appeler, du côté iranien, simplement, on est peut-être obligé d'en parler, ils sont très mal à l'aise face au croissant chiite. Pourquoi pas? C'est parce qu'ils sont prêts à s'allier avec les sunnites, c'est leur intérêt, comme avec le Hamas, c'est pas on l'a dit, ils sont pragmatiques. Mais ça leur renvoie leur propre contradiction, c'est-à-dire le discours officiel de la République islamique, c'est on est tous musulmans. Il n'y a pas de sunnites et chiites. Or, les discriminations ethniques et religieuses, quand elles tombent sur des ethnies, etc., qui sont également minoritaires et qui sont également sunnites, elles existent en Iran. Et il y a une discrimination économique. Donc, si vous voulez, ça les renvoie à ces contradictions. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils n'aiment pas trop l'opposition sunnite-chiite. Ça renvoie à leurs propres problèmes internes, qui existent d'ailleurs, effectivement, en Arabie saoudite. Alors, le pétrole, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que on voit très bien le jeu qu'a joué. D'ailleurs, je vous invite à regarder les chiffres, j'invite à tout le monde à regarder les chiffres. La production pétrolière iranienne elle commence à baisser dès 2011. Donc l'argent commençait à manquer, parce que l'embargo pétrolier européen, à cause des sanctions contre le nucléaire, commence à peu près en 2011. Donc là, on le voit très bien avec les chiffres de l'OPEP. La production pétrolière iranienne a commencé à décliner à partir de 2011. Et quel est le pays qui, face à une baisse de l'offre, a compensé par une augmentation, les chiffres c'est clair, a compensé par une augmentation de son offre? Et là, ils n'étaient pas du tout frais dans ce cas-là. C'est l'Arabie saoudite, qui, face à la baisse de l'offre, vous savez, on sait peu de choses en économie, mais on sait que quand l'offre baisse, le prix va augmenter. Donc l'Arabie saoudite a joué le rôle de compenser la baisse de l'offre iranienne, on le voit dans les chiffres, par une augmentation de son offre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un remake aujourd'hui. Trump a très peur que son embargo pétrolier total contre l'Iran, ça commence à jouer un petit peu avec une augmentation du prix du pétrole, arrive par exemple en novembre, ce serait catastrophique avec les élections de midterm. Donc il y a une pression énorme, presque, je veux dire, on va dire de nouveau extraterritoriale. En gros, aux Saoudiens, écoutez, faites ce que vous voulez, vous produisez au maximum, on va assécher l'Iran de produire plus de pétrole et vous allez compenser. Également, il y a un accord avec les Russes. Donc là, effectivement, l'Arabie saoudite joue un jeu. Pour que les sanctions marchent, il faut que l'Iran n'exporte plus de pétrole, mais qu'il n'y ait pas un impact sur le marché pétrolier mondial. Donc il faut que l'Arabie saoudite augmente sa production pétrolière. Georges ? Didier m'a invité à conclure. Alors je vais sortir un petit peu de ce débat, mais ça va vous intéresser parce que ce débat entre Arabie et Iran, il nous concerne aussi Français. Nous avons été longtemps, et nous sommes encore alliés des monarchies sunnites, pour
X raisons, le pétrole dans les années 70, financement de campagne électorale depuis très longtemps, et convergence diplomatique, le nucléaire iranien, la Syrie, etc. Parce que, ce que disait fort justement Jean-Pierre tout à l'heure, les messieurs qui venaient du Golfe avec des valises, nos agents du renseignement le voyaient, et personne n'a dit attention, attention. En tout cas, si on l'a dit, ça n'est pas remonté très haut. Donc il y a eu un assentiment en 2011 pour faire financer tout ça par des gens du Golfe. Mais en 2017, l'an dernier quand même, Emmanuel Macron a senti, avec d'autres candidats, vous vous souvenez probablement des débats, que l'Arabie Saoudite, le Qatar, je reprends son expression, je serai sans complaisance à leur égard. Il a senti quand même qu'on était allé trop loin dans la soumission. Notamment François Hollande, Laurent Fabius, obsédés par la diplomatie économique. Nous ne dirons rien contre l'aventure militaire saoudienne au Yémen parce que nous espérons qu'en contrepartie, nous bénéficierons de contrats. Télégramme diplomatique envoyé du poste de Riyad, le roi ou le fils du roi a promis que nous allions investir 50 milliards de dollars dans l'économie française. Donc, voilà. Emmanuel Macron, vous vous souvenez au début, a été assez dur, dit moi je vais rééquilibrer sites, sunnites, c'est pas mon propos, c'est pas mon truc. Ensuite, il a été élu, il a continué, il a donné une interview au Point en juillet où il dénonçait encore le Qatar, le rôle du financement du terrorisme par le Qatar. Et effectivement, le Qatar n'est pas un pays forcément, c'est pas l'Eldorado, mais il y a des choses bien et des choses pas très bien. Et en particulier sur cet aspect du financement du terrorisme. Je suis allé ensuite avec Emmanuel Macron en décembre à Doha, et on a signé pour 11 milliards de dollars de contrats. Et donc, si vous voulez, le président de la République a fait ce que ses prédécesseurs avaient fait. Il a dû se rendre à la réelle politique, c'est-à-dire que, eh bien, ces monarchies sont pour nous des marchés importants. Alors, il l'a fait sur tous les points, sauf un, justement, sur la question du financement du terrorisme. Et là, il a été vigilant, et il a raison, parce que d'autres avant nous l'ont été, les Américains, qui inscrivaient sur leur blacklist des noms de financiers supposés privés. Nous, à l'époque, avant 2017, les députés demandaient au service de renseignement, ou on demandait en tant que journaliste, ah non, on n'a pas de preuves, etc. On avait ces preuves, mais on ne voulait pas le dire. Et donc, sur ce point-là, Emmanuel Macron a été assez intransigeant. Cela étant, on se rend bien compte qu'il est très difficile pour un pays comme la France de faire un Big Bang et de rééquilibrer parce que, en plus, l'Iran est loin d'être un modèle, hein, et donc, bien, on est resté finalement dans cette épure avec une France qui soutient encore ces monarchies parce que on a une tradition d'alliance à la fois économique, politique, diplomatique, avec en conclusion, quand même, cet aspect de lutte contre le terrorisme qui fait que parfois, quand même, la relation est un petit peu houleuse. Merci. Écoutez, je crois qu'on peut remercier nos 4 intervenants.